Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Edon, diplomate de carrière, ambassadeur à la retraite, spécialiste des questions internationales au cœur de nos échanges, un thème qui résonne avec force dans l'actualité ouest-africaine. Le comptons sur nous-mêmes du président Patrice Talon à Abuja, un discours refondateur pour une CEDEAO en quête de nouveaux souffles. Ensemble, nous allons, à travers cette interrogation, explorer l'évolution de la CEDEAO, les défis auxquels elle fait face et le rôle crucial de la coopération bilatérale, notamment entre le Bénin et le Nigeria dans cette dynamique de refondation. Monsieur Edon, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame la journaliste. C'est avec plaisir. Alors, nous sommes là pour discuter de cette actualité qui nous a été offerte par les chefs d'État, surtout le nôtre, le président de la République, Patrice Talon, qui, au cours de ce premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, a lancé un slogan que nous connaissons que trop bien, un slogan qui, pour certains, relance la CEDEAO, ramène la CEDEAO dans ses fondements. Mais puisque nous avons le temps de faire le tour de la question et surtout que ce sujet intervient dans le contexte où l'institution sous-régionale célèbre ses 50 ans d'existence. Monsieur, donc quand on se réfère aux tests fondamentaux de la CEDEAO, déjà le test fondateur de 75, après le premier traité révisé, qui énonce clairement déjà, je pense en son article 3, les principes fondamentaux de la CEDEAO axés sur la coopération et l'intégration économique. Or, une lecture attentive des protocoles additionnels nous renseigne également que cette CEDEAO s'est étendue sur des questions de politique et de sécurité. À quel moment précisément et sous l'impulsion de quels acteurs ou conjectures sous-régionales la CEDEAO a-t-elle commencé, si je peux me permettre l'expression, à dévier de son ADN purement économique pour embrasser une vocation politique et sécuritaire aussi prégnante à tel point de chercher aujourd'hui à se réinventer? Merci, madame Oubla. Vous avez posé une question très importante. Il est, disons, difficile de dire avec précision à quel moment ou sous quelle présidence l'institution a commencé par dévier un peu de sa voie originale. C'est un peu difficile de le dire, mais disons que, rappelons rapidement l'objectif d'abord de la CEDEAO. Lorsque ça a été créé en mai 1975, il y a eu, comme vous l'avez évoqué, le traité révisé et un certain nombre d'instruments juridiques qui ont suivi. Alors, pour tout résumer comme objectif, disons que c'est l'intégration économique que l'institution vise à travers la création d'un marché commun, la coopération entre les États membres et la promotion du commerce. L'organisation vise aussi la création d'une union économique et monétaire. À cela, il faut ajouter que l'intégration économique ne pouvant pas se faire sans la sécurité et autres, la CEDEAO vise aussi à préserver ou restaurer la paix, la sécurité, la prospérité et la protection sociale des États membres et de leurs habitants. Oui. Voilà. Donc, voilà globalement présenté ce qu'on peut retenir de l'objectif. Et comment et à quel moment il a commencé par s'écarter justement de cet objectif? Bien.
Disons il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a le facteur sécurité qui a beaucoup joué, puisqu'il fut un temps où les États membres étaient dans des situations de paix menacées. Et il fallait que la CEDEAO intervienne pour rétablir la paix. Et ça a beaucoup occupé l'organisation, de tout point de vue, que ce soit du point de vue matériel, financier ou même humain. Mais Dieu merci, je crois que cette tâche a été assez bien exécutée par le passé. Par exemple, la restauration de la paix et de la sécurité au Libéria en 1990, en Sierra Leone aussi en 1997, et pas très loin en Gambie, oui, en 2018. Bon, même la Guinée-Bissau en a été concernée. Bon, alors, la CEDEAO a essayé de réussir cette tâche-là. Mais a atteint le point de non-retour, c'était voilà, oui, mais cette tâche-là l'a tellement occupé que le côté économique a été mis de côté. Voilà un peu la situation. Bon, il y a eu aussi par la suite les différents facteurs externes qui ont beaucoup joué sur l'activité ou les activités de l'association, de l'organisation, disons. Donc, il est vraiment difficile de dire avec précision depuis quand. Disons que ça a été un glissement qui a commencé et qui s'est poursuivi, je dirais même jusqu'aujourd'hui. Les objectifs ne sont pas atteints. Et les raisons sont, disons, les suivants, si il faut le dire ainsi. Il y a la faiblesse du commerce, par exemple, intracommunautaire. C'est-à-dire, normalement, il devait y avoir beaucoup d'échanges entre les pays membres. Et ça n'a pas été ce qu'on aurait souhaité avoir. Et les échanges intracommunautaires, par exemple, n'ont atteint que 10 ou 15% du commerce total en 50 ans. Qu'est-ce qui a bloqué concrètement? Bon, ce qui a bloqué, on peut dire, il y a 2 ou 3 choses. Il y a d'abord les divergences macroéconomiques entre les différents États. Il y a aussi les divergences entre les intérêts nationaux. Et à cela, il faut ajouter, disons, des chocs externes qui sont arrivés. Par exemple, comme choc externe, il y a la crise financière internationale qui a joué sur les activités de l'organisation. Il y a eu tout récemment aussi le Covid-19. Il y a eu un impact vraiment très, très prononcé sur les activités de l'organisation. Donc, il y a ce qu'on peut dire aussi comme autre raison, c'est que il n'y a pas de critères de convergence entre les économies de ces pays-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été établis au préalable? C'est pas établi de façon formelle. Comme par exemple, au niveau de l'Union européenne, c'est formel. Au niveau de la CEDEAO, ce n'était pas aussi formel que ça. Et cela est dû au fait qu'il y a plusieurs monnaies dans l'espace CEDEAO. Il n'y a pas une monnaie unique. D'ailleurs, l'un des objectifs aussi de la CEDEAO, c'est de disposer d'une union monétaire. Où est la création d'une monnaie unique. Vous avez dû constater que ça ne marche pas. C'est pratiquement reporté au calendrier grec. Et bon, et tout cela est dû au fait qu'il n'y a pas de convergence entre nos économies. Ensuite, il y a les facteurs extérieurs qui jouent sur l'économie de chacun de nos pays. Et la multiplication des monnaies, on a des monnaies, chaque pays, enfin, on a plusieurs monnaies. Tout ça là, ça complique la situation. Alors, la situation sera meilleure si nous réussissons
à créer une monnaie unique. Oui, ça c'est un projet qu'on n'a toujours pas concrétisé. C'est un projet qui traîne à décoller et on en parle il y a longtemps. Je dirais même depuis la création de la CEDEAO. Mais sur cette voie, l'organisation n'a pas beaucoup avancé. Et c'est un problème, à mon avis, très sérieux. Et tant qu'on n'aura pas réglé cela, il sera difficile à l'organisation d'aller de l'avant. Alors, ce qui crée aussi le problème que je viens d'évoquer, c'est le fait que les États sont très jaloux de leur souveraineté. En quoi cette jalousie de la souveraineté empêche une certaine convergence ou intégration économique, M. Edon? Oui, et ça gêne en ce sens que nous avons tendance, ou du moins c'est plus qu'une tendance, à faire passer la législation nationale sur la législation de l'organisation. Or, ça devrait être le contraire. Et ça, on le fait au nom de la souveraineté nationale. Si nous ne cédons pas une petite partie de notre souveraineté, l'organisation ne pourra pas marcher. Je vais vous donner un exemple. L'organisation a décidé au cours d'un sommet, il y a de cela 2 ou 3 ans, qu'aucun pays membre ne doit modifier les lois électorales 6 mois avant les élections. Bon, rares sont les pays membres de la CEDEAO qui respectent cela. Bon, il y a le facteur consensus qui est demandé. S'il y a le consensus, on peut y aller. Il y a eu le consensus. S'il y a le consensus, oui. Mais il y a des pays où il n'y a pas le consensus. Et cela, ça ne se fait pas. Et pour le justifier, on dit, non, nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain. Oui. Donc, on peut ne pas appliquer cette décision de la CEDEAO. Mais ça, c'est la politique interne de ces États membres de la CEDEAO, alors qu'on parle d'intégration économique. Comment la politique interne d'un État empêche ou perturbe les convergences des économies des États membres? Quand, par exemple, on dit ne modifiez pas les lois électorales 6 mois avant les élections, oui. C'est pour préserver la paix et la sécurité, sans lesquelles le développement n'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas ce minimum, l'intégration ne peut pas aller de l'avant. On a dit au début que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs parce qu'à un moment donné, elle s'est enlisée dans des affaires politiques et sécuritaires. Est-ce que ces affaires de démocratie, etc., l'institution sous-régionale ne doit pas s'en défaire définitivement et ne s'en tenir qu'à l'intégration économique pour réussir? Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire l'économie sans un brin de la politique. Parce que généralement, c'est la politique qui définit. Mais ce sont ces ingérences qui ont commencé par agacer les pays de l'AES qui se sont simplement retirés. Il y a plein de situations, hein, mais ça fait partie. Non, les pays de l'AES ont d'autres raisons. Oui, il y a tout plein de situations. Ils ont d'autres raisons qui ne sont pas celles que vous dites. Et ils ont comment dirais-je, ils sont préoccupés par le recouvrement de la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'acquisition d'une indépendance réelle et non une indépendance nominale. C'est ça le problème fondamental chez eux. Et s'ils se sont retirés de la CEDEAO, c'est parce qu'ils estiment, ils l'ont dit, que la CEDEAO continue de subir des influences étrangères, ce qui n'est pas de leur goût. Donc, c'est essentiellement cela. On ne peut pas faire l'économie sans la politique. C'est deux choses qui sont liées. Par exemple, si vous décidez, sur le plan économique, de faire du socialisme, je prends ce cas-là, donc votre économie sera une économie socialiste. Vous voyez? Si vous décidez de faire une politique libérale, en ce moment, vous aurez une économie de marché. Donc, il y a toujours des liens entre le politique, ou la politique si vous voulez, et l'économie.
c'est pas des choses, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Il y a toujours des liens. Et ça ne peut être que ça. Donc, vous êtes convaincu que ces protocoles sur la démocratie, la bonne gouvernance, etc., sont utiles à l'institution sous-régionale. Ah oui, c'est Ça ne fait utile. pas partie de ses malheurs, enfin, Non, de ses errances, si vous préférez. C'est utile parce que s'il n'y a pas la démocratie et la bonne gouvernance dans les pays membres, il n'y aura pas la paix et la sécurité dans ces pays-là. Et s'il n'y a pas la paix et la sécurité, l'économie va en souffrir et le développement deviendra un vœu pieux. Donc, la CEDEAO doit aussi s'intéresser à ça. Ce n'est pas pour eux qu'ils ont pris le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est parce que la CEDEAO est consciente de ça. Il faut qu'il y ait la paix dans ces pays-là pour que l'économie et l'intégration économique puissent bien marcher. Donc, il y a des liens entre, si vous voulez, le politique et l'économie. Donc, c'est ça que j'appelle être jaloux, excessivement jaloux de la souveraineté nationale. Hein, c'est-à-dire, il faut... Normalement, il y a un principe du droit international qui dit que les lois internes passent après les lois internationales. Par exemple, quand vous signez une convention internationale, un traité international et autres là, vous devez l'appliquer puisque vous avez été signataire. Donc, ça vous engage. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie des principes du droit international. Tout à l'heure, vous avez parlé, je crois, de la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Hein, c'est le protocole additionnel de 1979. Eh bien, tout ça aussi, c'est pour promouvoir l'intégration économique et resserrer les liens économiques entre les États membres. Bon. Ça se passe plus ou moins bien, mais pas comme cela devrait être. Et à Abuja, le 21 juin dernier, notre président en a parlé en disant que pour aller d'Abidjan, non, de Lagos à Abidjan, on met plusieurs jours, alors que ça devait se faire en quelques heures. Oui. Et pourquoi? À cause des barrières transfrontalières, à cause des checkpoints qu'il y a par-ci, par-là. Or, la libre circulation des biens et des personnes ne peut pas se faire s'il y a ces obstacles-là. Et j'ai beaucoup aimé l'accent que le président Talon a mis sur cette tracasserie au niveau des frontières. Bon, vous voyez, c'est des choses qui empêchent la promotion de la coopération économique et par voie de conséquence l'intégration économique entre les États. Alors, il y a justement ce discours auquel vous faites allusion pour une intégration économique résolue au-delà des crises. Donc, un discours qui semble vouloir, monsieur Edon, ramener la communauté à ses fondements ou ses fondamentaux économiques. Cet appel de Patrice Talon, serait-ce un simple reposition non tactique face à un contexte international moins favorable ou une réelle prise de conscience stratégique de l'impasse des politiques sécuritaires qui ont caractérisé notre communauté? Non, je crois que cela découle de l'observation qui a été faite du cheminement de l'organisation depuis sa création à ce jour. C'est dire que ça ne marche pas. Et c'est ça que le président a voulu évoquer pour conscientiser davantage les États membres, de façon que ces derniers revoient leur comportement vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis des résolutions de l'organisation. Parce que si on ne met pas en application cette décision-là, l'organisation ne peut pas progresser et nous ne pourrons pas atteindre l'objectif qu'est l'intégration économique, par exemple. Avec cet appel du chef d'État béninois, quel mécanisme peut-être la communauté devrait mettre en place justement pour traduire cet appel en une intégration résolue, monsieur Edon? Je crois que l'organisation, en réalité, ne peut rien sans ses membres. Et je voudrais dire à ce sujet que
il y a quelque chose qu'il faut aussi revoir aujourd'hui, après 50 ans. C'est l'organe que constitue la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est l'organe suprême, si vous voulez. Mais je trouve que cet organe a trop de pouvoir. Et c'est cela justement qui donne l'impression aux populations de l'espace CEDEAO que c'est une organisation des chefs d'État et non celle des peuples. La conférence des chefs d'État et de gouvernement est trop puissante. Il faut qu'on puisse réduire ses pouvoirs en faveur du président de la commission de la CEDEAO. C'est-à-dire que la commission... N'est-ce pas simplement un transfert qu'on fait? Oui, c'est un transfert qu'on fait. Est-ce que les résultats seront différents? Voilà, la différence est la suivante. Au niveau des chefs d'État, la conférence, là, l'accent est trop mis sur le politique. Or, ce qu'il faut, c'est un travail technique. C'est la commission qui peut faire un travail technique. La commission ne se préoccupe pas de la politique en tant que telle. C'est purement technique. C'est pour ça qu'il vaut mieux renforcer, à mon avis, le pouvoir de la commission en défaveur, en réduisant un tout petit peu les pouvoirs dévolus à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En l'état, la commission peut travailler et la conférence des présidents mettra son veto sans appliquer la proposition de la commission. En fait, c'est ce qui se fait actuellement. Oui, naturellement, si la commission travaille, fait des propositions, ça sera soumis à l'approbation des chefs d'État. Ça sera soumis à l'approbation des chefs d'État. Et je crois que il y a beaucoup plus de chances que cela passe parce que c'est un travail technique qui aurait été fait, sans référence aux aspects politiques qui compliquent en général la situation. Revenons donc à l'accord qui a été signé. Comment vous l'interprétez entre le Bénin et le Nigeria pour donner donc le ton de la relance donc de l'intégration économique sous-régionale? Oui, moi je crois que cet accord, c'est l'expression du constat amer fait de, comment dirais-je, du fait que l'intégration économique que nous désirions depuis des années ne se fait pas. Donc, il vaut mieux commencer peut-être par utiliser une autre méthode, que ce soit entre 2, 3 pays, par exemple. Et dans le cas d'espèce, c'est 2 pays, le Bénin et le Nigeria. Or, ces 2 pays ont beaucoup de choses en commun. On a les mêmes ethnies aux frontières du nord jusqu'au sud. Et nous avons les mêmes coutumes, s'il faut le dire ainsi. Nous avons une coopération dans le domaine de la culture, le commerce, l'énergie, essentiellement. En 2023, le International Trade Center, comment on peut dire, Centre international du commerce, c'est une institution internationale, a estimé à 129 millions de dollars le volume des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Mais une grande partie de ces échanges se fait de façon informelle. Ce qui a été dit, les 129 millions, ça ne représente pas grand-chose. Ce qui se fait de façon informelle, c'est beaucoup plus que ça. Alors, avec cet accord-là, qui vient d'être signé, si c'est bien appliqué, ce volume va connaître une augmentation exponentielle dans les mois ou années à venir. Dans quel secteur? Ou dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ça va. Les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, ça concerne beaucoup de secteurs dans l'économie. Donc, si ces mesures prévues dans l'accord bilatéral sont réellement appliquées, eh bien, le volume des échanges, de façon officielle, va connaître un bond. Voilà pourquoi je pense que c'est un bon accord, à mon avis. Et si l'application est bien faite et les résultats sont tangibles,
ça va susciter l'envie des autres pays membres de la CEDEAO, qui pourraient soit se joindre au Nigeria et au Bénin, ou enfin procéder d'une autre manière. Mais compte tenu justement de la structure actuelle des économies ouest-africaines et surtout de leur dépendance structurelle, le pari de cette autonomie des peuples et de la main tendue, c'est-à-dire le pari de ce canton sur nous-mêmes, n'est-il pas un peu utopique à court terme? Bon, je pense que ce n'est pas une utopie en tant que telle. Ce n'est pas une utopie. Vous savez, on l'a fait une fois par le passé. On disait comptons sur nos propres forces. Oui, ça c'était C'était pendant la période révolutionnaire en 72. N'est-ce pas? Voilà. Bon, ça a valu ce que ça a valu par le passé. Mais c'est pour dire que c'est quand même un principe important. Il faut compter sur soi-même avant de s'attendre à l'assistance de l'extérieur. Et en d'autres termes, il y a un proverbe béninois qui dit, si tu veux qu'on t'aide à porter ton bagage sur la tête, essaie de le porter toi-même jusqu'au niveau du genou. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut que nous organisions mieux notre propre économie. Il faut lutter contre la corruption, par exemple. Il faut avoir une planification économique tangible et rigoureuse. Éviter, par exemple, les improvisations. Éviter également des distractions économiques qui nous font perdre beaucoup d'argent. Cela suppose aussi que chacun de nous, c'est-à-dire chaque citoyen, doit jouer son rôle de citoyen. Par exemple, chacun doit pouvoir payer correctement ses impôts, quelle que soit la nature. Chacun doit pouvoir également respecter les décisions gouvernementales. Ainsi de suite. Tout cela, ça fait partie de comptons sur nous-mêmes d'abord. Lorsque nous aurons réussi à faire cela, sans même demander l'aide de l'étranger, nous aurons cette assistance parce que l'étranger verra que ce pays commence par mieux s'organiser et ce qu'il fait, c'est bon. Allons à son secours. C'est ça, comptons d'abord sur nous-mêmes. Donc, il faut des réformes économiques nationales d'abord qui décollent, qui portent déjà des résultats. Et ce résultat, c'est ça qui va constituer l'aimant qui attirera l'assistance étrangère. Et l'accord a prévu, je vois, trois ou quatre mesures. Il y a d'abord l'harmonisation douanière et la réduction des barrières tarifaires. Il y a le développement conjoint de corridors commerciaux et logistiques. Il y a la facilitation des formalités transfrontalières, on vient d'en parler, et le renforcement de la coopération énergétique et industrielle. Si ces quatre mesures-là sont bien appliquées, nous aurons des résultats fantastiques. Oui, ça reste des éléments notés. Ça reste des éléments notés, justement. Et je crois que le défi qui revient maintenant à nos deux pays, le Nigeria et le Bénin, de relever, c'est de rendre justement cet accord-là concret et effectif du point de vue application. Évidemment, par le passé, on a eu à signer des accords comme ça avec le Nigeria, mais qui n'ont pas été appliqués. Oui, on a le Nigeria qui nous a même fermé ses Bon, frontières. Le Nigeria a même on a fermé connu les cet frontières. épisode-là. Bon, c'est des situations un peu... Donc, d'où l'utopie que je vous demandais tout à l'heure. Oui, c'est bien louable. En principe, la démarche, elle est louable. Oui, mais avec un accord du genre, on peut aussi éviter ces situations difficiles comme la fermeture des frontières et autres. Et je crois, ce que je pense, c'est que on doit prendre aussi une mesure pour faire en sorte que cet accord soit rentable pour les deux pays. Il faut, disons, un mécanisme de suivi de l'application de cet accord, que ça ne reste pas dans les documents tout simplement,
il faut un mécanisme de suivi. Et dans ce contexte, je pense que chaque pays doit mettre sur pied un comité de suivi, c'est-à-dire le Nigeria et le Bénin, pour suivre la mise en œuvre de cet accord. Et les deux comités devront pouvoir se rencontrer de temps en temps pour procéder à l'évaluation, voir les acquis et aussi évaluer les difficultés rencontrées. Mais puisque nous sommes dans une communauté et qu'on parle d'intégration sous-régionale et que c'est seulement deux pays qui se donnent la main, c'est déjà un bon début, mais est-ce qu'on ne commet pas peut-être la même erreur en s'écartant même de cette intégration pour un marché commun ou unique si vous préférez? Non, on ne s'écarte pas du tout du marché commun ni de... Là, ça fait deux pays dans toute une sous-région. Ça fait deux pays qui le font, hein, sans gêner ce que l'organisation dans son ensemble aussi fait. Ce n'est pas une opposition entre les deux actions. Au contraire, on peut dire que c'est complémentaire. Et je viens de dire tout à l'heure qu'en 50 ans, on a constaté que l'intégration n'a pas marché. L'intégration économique n'a pas marché. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et cet accord bilatéral est une alternative. Essayons de voir d'abord entre deux pays ce que ça peut donner. Et si les résultats sont bons, les autres vont en profiter. Est-ce que ce sera un tampon pour permettre à l'institution sous-régionale de se dynamiser afin de peut-être refaire la cour à ceux-là qui sont partis de l'organe? Ça peut être un tampon, un stimulant aussi pour l'organisation, pour revoir sa manière de gérer l'intégration économique. Ça peut aussi aider l'organisation. Donc, je dis que c'est un stimulant. Si ça réussit, et je crois que ça va réussir parce que c'est les deux chefs d'État qui ont pris cette initiative. Le nôtre est en fin de mandat, par exemple, M. Jean-Pierre Aidon. Oui, mais il y a le principe de la continuité de l'État. Oui, on le dit souvent. Oui. Ça peut être très vite relégué au second rang après. Bon, souhaitons que ce ne soit pas cela. Est-ce que ne s'extasie pas un peu trop vite aussi? Non, pas du tout. Moi, je ne vois pas pourquoi un régime qui viendra après celui-ci va rejeter cet accord-là. Je ne le vois pas. Parce que tout le monde sait que entre le Bénin et le Nigeria, il y a trop de choses communes sur le plan économique. Et quelqu'un disait il y a quelques années que lorsque le Nigeria tousse, le Bénin s'enrhume. Bien sûr. On est liés économiquement parlant. Et le Bénin, jusqu'aujourd'hui, n'a pas su réellement profiter des possibilités économiques qu'offre le Nigeria. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut acquérir là, qu'on n'est pas obligé de commander à l'extérieur. Par exemple. Donc, je ne vois pas un régime qui viendra remettre ça en cause. Je ne pense pas. Ce qui est important dans ces choses-là, ce qui est important, et je crois que cette fois-ci, nous l'aurons, en tout cas, à ce début, cela apparaît déjà. Ce qui a toujours gêné, en dehors de ce que j'ai appelé être jaloux de la souveraineté nationale, et c'est d'ailleurs deux choses qui sont un peu liées, c'est le manque de la volonté politique de nos États. C'est ça qui fait que l'intégration n'a pas évolué comme on l'aurait souhaité 50 ans après. La volonté politique manque. C'est un facteur très important. Et j'ai cru comprendre en écoutant et le président Talon et le président Bola Tinubu qu'ils ont cette volonté politique. Donc, prenons-les au mot et aidons-les à aller de l'avant. C'est une expérience. Et je pense que ça va aboutir. Alors, je voudrais aussi dire une chose, puisqu'on parle de l'intégration économique. L'intégration économique, ça porte sur beaucoup de choses. Il y a le commerce, l'économie proprement dite, il y a les infrastructures, il y a surtout, je dirais, la coopération énergétique. C'est très important. Alors, en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne, disons les infrastructures
de communication essentiellement. Bon, il y a le numérique aussi. Je voudrais dire ceci. Entre le Bénin et le Nigeria, il y a quelque chose que nous devons faire et qui va aussi aider à avancer dans la voie de l'intégration économique bilatérale que nous venons de lancer. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de marchandises destinées au Nigeria qui passent par le port de Cotonou. Bien sûr. Il y a beaucoup parce que le port de Cotonou est plus sécurisant et le travail se fait plus rapidement que dans les différents ports du Nigeria. Donc, beaucoup d'opérateurs économiques préfèrent faire passer leurs marchandises par le Bénin. Et c'est un gain très important pour nous. Par exemple, depuis que le Niger nous a fermé les frontières, on a perdu un peu, puisque le volume d'échanges du Niger qui transite par le port de Cotonou est quand même de l'ordre de 30%. C'est pas peu. C'est pas peu. Alors, il faut que nous mettions l'accent sur l'infrastructure routière et ferrée. D'accord. L'infrastructure pour faciliter la circulation certainement des marchandises. Voilà. Je pense par exemple que le Bénin doit rénover le chemin de fer. C'est très important. Et tous les pays du monde ont le chemin de fer et ceux qui n'en ont pas, ils en souffrent. Les pays qu'on appelle de l'interland, là, ils en souffrent. Bien sûr. Bon, donc, nous avons la chance de l'avoir. Il faut qu'on rénove cela. C'est très important. Si, par exemple, on peut créer le chemin de fer entre le Bénin et le Nigeria, mais à partir du nord, c'est-à-dire essayer de joindre Parakou à Abuja. Parce que Parakou et Abuja sont à peu près sur la même altitude. D'accord. Donc, les marchandises du Nigeria à destination du nord du Nigeria passeront plus facilement par le port de Cotonou. Ça va remonter à Parakou ou région d'Abuja. Ce serait très, très rentable pour les opérateurs économiques du Nord, parce que, vous savez, le Nord, c'est Kano. Le Kano, c'est, après Lagos, c'est la grande ville commerciale la plus riche, c'est Kano. Il y a de gros opérateurs économiques là-bas. Donc, ça pourra profiter énormément au port de Cotonou. Je souhaite que nos dirigeants y pensent, qu'on puisse relier Parakou à Abuja par le chemin de fer. Et si nous le faisons, mais le Bénin deviendra le Singapour de l'Afrique de l'Ouest. Le Singapour s'est développé comme ça. C'est des atouts dont disposent des pays et qu'il faut savoir saisir. Vous savez, normalement, les produits lourds, il faut les faire passer par les chemins de fer et non pas les routes. Parce que ça endommage vite les routes. Le chemin de fer est fait pour le transport de ces produits-là. Et nous en avons tout le temps. Les produits lourds, que ce soit à destination du Niger avant, ou à destination du nord du Bénin, et ainsi de suite. Donc, le chemin de fer, c'est important. Ensuite, par rapport à la route, le chemin de fer est moins cher. D'accord. C'est beaucoup moins cher que la route. Et on n'y pense pas. Mais quand vous faites une analyse des statistiques et autres, on s'en rend compte. Ça va nous procurer beaucoup de rentes. Alors, monsieur Edon, comment peut-on parler d'intégration économique alors que les frontières au Niger restent toujours fermées? Du côté Bénin, c'est ouvert. Est-ce que c'est la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que c'est pas finalement dans un seul sens? Oui, la fermeture des frontières du côté du Niger, puisque du côté du Bénin, c'est ouvert depuis très longtemps. C'est de l'autre côté qu'il y a encore des difficultés, ce qui pose beaucoup de problèmes. J'ai même appris il y a 4 jours, une pirogue a chaviré sur le fleuve. Les pirogues que les gens prennent maintenant pour
se rend de l'autre côté. Oui. Et il y a une pirogue qui a chaviré, ça a entraîné 13 morts. Bon. Donc, Ça, c'est les voies détournées. C'est les voies détournées. Bon, les gens se débrouillent quand même, vous voyez, pour passer. Mais le problème, c'est du côté nigérien, puisque du côté du Bénin, c'est ouvert. Et seulement que quand j'écoute le président nigérien, il y a quelque chose qui me froisse un peu. Il a toujours dit, il y a des bases militaires françaises au Bénin qui entraînent des terroristes qui viennent attaquer le Niger. Et que tant que ces bases ne seraient pas démantelées, il n'ouvrirait pas les frontières. Bon, je crois que c'est une façon un peu abusive de parler d'un autre pays. Et cette façon de parler ressemble déjà à une ingérence dans les affaires intérieures du Bénin. Un chef d'État d'un pays étranger ne peut pas dicter sa loi sur la politique intérieure d'un autre pays. Le droit international l'interdit. Donc, on ne peut pas dire au Bénin de rompre les relations, enfin, pas rompre les relations, en tout cas, peut-être de diminuer les relations avec la France avant que nous n'ouvrions la frontière. Non. Est-ce que cet élément déjà n'est pas un frein à cette intégration économique que la CEDEAO essaie de relancer à travers le Bénin et le Nigeria? Non, c'est pas un frein, puisque le Niger... Si on parle de communauté de destin. Le Niger n'est plus membre de la CEDEAO. Bien sûr. Voilà, on ne pourra pas compter sur nous même sans eux. Est-ce que cela ne devait pas être des actions collégiales? Non, pour le moment, bon, ça devrait être, mais pour le moment, ce n'est pas. Et tel que les choses se passent de l'autre côté, il ne faut pas espérer que ça se fasse tout de suite. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps pour voir ce que donnera la nouvelle expérience que les pays de l'AES sont en train de faire. Mais dans l'immédiat, c'est difficile de leur faire changer les options. Il vaut mieux les laisser pratiquer leur nouvelle option avec les résultats qu'ils auront. Peut-être que des amendements pourraient être portés à leur politique. Alors là, on essaie de faire par nos propres moyens, certainement pour mieux nous positionner, puisque ça n'exclut pas les aides extérieures si elles existent toujours. Bien sûr. Mais est-ce que nous serons compétitifs, monsieur Jean-Pierre Edon, sur le marché international? Voilà encore un autre défi. Mais sur le marché international... C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine veut ouvrir ses portes à 53 pays africains, par exemple. Oui, oui. La Chine qui est un pays qui consomme beaucoup de produits manufacturés. Nous positionnons dans un élan. Est-ce que nous serons compétitifs? Bien, faisons en sorte que nous soyons compétitifs. Et pour qu'on soit compétitif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord accroître nos productions. Si je prends le cas du Bénin, c'est des productions agricoles. Il faut les accroître. Ensuite, chercher à les transformer sur place au lieu de les exporter bruts. Là, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Oui, mais il faut s'y mettre. Et ce qui est en train d'être fait à Glodjibé va dans ce sens. On est en train de transformer, par exemple, le coton à Glodjibé et même l'acajou, avant d'exporter, si vous voulez, les produits finis ou semi-finis. Alors, il faut aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas nos productions brutes, mais les transformer un tout petit peu pour avoir la plus-value. Lorsqu'on envoie brut, on rend plus service aux pays étrangers qu'à nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Parce que ça permet à ces pays-là de résoudre beaucoup de problèmes, comme le chômage, par exemple. Or, chez nous, le chômage existe et augmente presque tous les jours.
Donc, pour qu'on soit compétitif, c'est ce qu'il faut faire. Il faut accroître la production nationale, les transformer aussi sur place et aussi s'intéresser au secteur d'avenir. Et ça, c'est important. Il faut s'intéresser au secteur d'avenir. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'intelligence artificielle. Il faut que le Bénin s'y mette pour profiter des dividendes qui vont en découler. Alors, si nous prenons ces mesures-là, on sera compétitif sur le marché international. Vous voyez, ce que nous sommes en train de faire au niveau du Bénin, du Nigeria, là, le marché de libre-échange, là, ça concerne, si vous voulez, tous les États africains. C'est-à-dire qu'il faut que tous les États africains renforcent les relations commerciales entre eux et qu'ils aient autant que possible des institutions financières robustes et prévoir aussi des mécanismes de compensation financière. C'est autant de choses qui nous manquent et qui font que nos actions ne portent pas comme il le faut. Au niveau de la CEDEAO, par exemple, c'est cela. Il n'y a pas, on n'a pas des institutions financières robustes. On n'a pas d'institutions de compensation financière. Par exemple, s'il y en avait au niveau de la CEDEAO, lorsque le Niger a fermé ses frontières au Bénin, le Bénin a perdu un peu. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la part du volume commercial du Niger qui passe par le port de Cotonou est de l'ordre de 30%. Ce n'est pas rien, c'est important. Donc, le Bénin a perdu un peu dans ce sens-là. Heureusement que nous avons pu, par d'autres mécanismes, combler ce vide-là. Bien sûr, oui. Alors, s'il y avait une institution de compensation financière au niveau de la CEDEAO, étant entendu que c'est en application d'une résolution de la CEDEAO que le Bénin a perdu ses manques à gagner, l'institution allait compenser ce manque à gagner. Cette institution n'existe pas. Donc, il faut qu'on y pense. Il faut le créer au niveau de la CEDEAO. Une institution du genre aussi peut permettre de lutter efficacement contre le terrorisme qui envahit beaucoup de pays de la sous-région aujourd'hui. Et c'est ce genre de choses qui vont accélérer et, et consolider l'intégration économique régionale. D'accord. Voilà. Donc, je crois que le marché de libre-échange au niveau africain, ça va dans le même sens que les objectifs de la CEDEAO. Depuis ce discours qui a fait le tour du monde, qui voudrait donc qu'on se donne la main, on n'a pas vu les pays de l'AES réagir alors que c'est justement de cette intégration économique que ces pays-là voulaient en s'écartant donc de la CEDEAO. Ce mutisme de leur part vous inspire quoi, vous? Non, c'est peut-être trop tôt qu'ils réagissent. Une semaine après. Ah oui, c'est trop tôt qu'ils réagissent, puisque eux aussi, ils sont en train de se rechercher dans la nouvelle alliance des États du Sahel qu'ils constituent. Et ils se cherchent. Et ils se sont retirés de la CEDEAO, mais ils ont la volonté de coopérer avec la CEDEAO. Il ne peut d'ailleurs pas en être autrement. Il ne peut pas s'isoler dans le bloc de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est chercher les voies et moyens, les meilleures méthodes pour une bonne coopération entre la CEDEAO et les pays de l'AES. D'ailleurs, ils ont été invités au sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. On les a pas vus. Mais ils ont été invités. Oui, si, ils étaient attendus. Oui. Voilà. C'est pour dire que la CEDEAO est disposée aussi à coopérer avec eux, malgré leur départ. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le défi de la relance de cette CEDEAO des peuples reste la matérialisation effective de cet accord tampon que le Bénin a signé avec le Nigeria? Bien, on peut le dire
de la manière suivante. C'est un accord, à mon avis, un accord qui vient aider l'association, ou du moins l'organisation, à mieux faire à l'avenir pour s'approcher davantage de l'objectif visé ou des objectifs que nous visons. Donc, c'est une action que je dirais d'abord opportune et aussi salutaire pour l'organisation. C'est comme si le Bénin veut aider l'organisation à mieux faire son travail. D'accord. Et quel est le rôle peut-être des populations dans ce canton sur nous-mêmes, Monsieur Jean-Pierre Ito? Mais le rôle des populations. Je crois que les populations, ils sont là pour appliquer les mesures que leurs dirigeants leur proposent. Donc les populations seront à même d'accompagner nos dirigeants si les décisions prises vont dans leur intérêt. Or, de façon générale, les décisions gouvernementales, c'est quand même à l'intérêt de la population. Donc, l'essentiel est de faire en sorte que les populations s'approprient ces mesures-là. Et une fois que c'est fait, par un travail de sensibilisation, parce que c'est cela, il faut sensibiliser, il faut porter l'information à leur connaissance, parce que très souvent, nos populations n'ont pas l'information. Et c'est pourquoi il y a aussi des malinterprétations de telle ou telle mesure gouvernementale. Donc, les populations, à mon avis, sont disposées à accompagner le gouvernement si le gouvernement va dans le sens de leurs intérêts. Or, en général, le gouvernement est préoccupé par l'intérêt des populations qu'elle dirige, puisque sans les populations, la direction n'est rien. Est-ce qu'il n'y arrivait pas? Si le Bénin et le Nigeria n'y arrivaient pas, oui, on aura constaté que le Bénin et le Nigeria ont échoué. Mais moi, je souhaite que cet accord marche. Je souhaite beaucoup que ça marche. Parce que si ça marchait, ça va résoudre beaucoup de problèmes, non seulement entre le Bénin et le Nigeria, et surtout entre nos deux pays et les autres États membres de la CEDEAO. Donc, souhaitons que cela marche. Et comme je l'ai dit tantôt, je vois en ces deux chefs d'État la volonté politique. Oui, la volonté politique. C'est très important. Quand on a ça, tout marche bien. On va finir nos échanges sur peut-être les défis qui attendent maintenant cette CEDEAO après ce sommet de Abuja, M. Jean-Pierre Ito. Bien, les défis, à mon avis, qui attendent la CEDEAO, c'est d'abord faire en sorte que les peuples des États de la CEDEAO se sentent davantage concernés par l'organisation. Jusqu'à présent, ce n'est pas tellement le cas. Donc, ça, c'est un défi qu'il faut que la CEDEAO essaie de relever. Bon, ensuite, il faut que la CEDEAO crée des institutions, des mécanismes de solidarité régionale. Ça aussi, ça manque beaucoup. Et or, si l'organisation arrive à le faire, ça va consolider l'intégration économique. Et troisième chose que je vois comme défi, c'est que la CEDEAO doit jouer un grand rôle dans la démocratisation de nos pays, de nos États. C'est-à-dire, il a été adopté le protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance. Voilà. Mais il faut que ça soit bien appliqué dans nos différents pays. Parce que le déficit de démocratie crée beaucoup de problèmes et ces problèmes ont des impacts sérieux sur l'économie de nos pays. La quatrième chose qu'on peut aussi appeler défi, c'est que la CEDEAO doit faire en sorte que le niveau très faible
actuellement de l'industrialisation des États soit relevé. Et que ça dit que ces pays évoluent davantage dans l'industrialisation. Parce que sans l'industrialisation, il est difficile d'atteindre le développement. C'est un pilier du développement. Mais comment la CEDEAO peut-elle faire pour garantir cette industrialisation? Non, la CEDEAO doit, ce qu'elle peut faire, c'est tout simplement encourager ces États à en faire un point important dans leur programme de gouvernement. D'accord. C'est essentiel. C'est-à-dire, la CEDEAO va lancer des idées, une sorte de critères de convergence dont les pays doivent se servir dans leur politique économique. C'est tout. La bonne gouvernance, c'est très important. Et le développement de la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Edon, pour votre lecture de ce nouveau souffle que les pays Bénin et Nigeria essaient donc de redonner à la CEDEAO à travers cet appel à une intégration économique réelle au-delà des crises ça et là. Je rappelle que vous êtes diplomate de carrière, ambassadeur à la retraite et spécialiste des questions internationales. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien de Dimanche c'est politique. Le programme se poursuit.